bonsoir, c'est Selon. Bienvenue dans la 7e émission de la saison 2 des Visages de la Recherche. Ces hommes et ces femmes qui plongent souvent dans l'inconnu et qui repoussent les limites de ce que nous savons. Cyril Corbet, bonjour, chercheur qualifié FNRS à l'UC Louvain en cancérologie. Alors dites-moi, déjà petit, le petit Cyril, il avait des rêves de chercheur ou bien au contraire, c'était un sportif ou que sais-je? Non, ça a été tout de suite une vocation. Je me souviens déjà dans ma chambre de petit garçon, j'avais un microscope avec lequel je jouais et ça a vraiment été le déclic pour essayer de comprendre tout ce qui m'entourait, tout ce qui est dans le monde microscopique et essayer de comprendre aussi déjà le comportement des cellules de notre corps. Déjà, donc là, c'était vraiment votre destin. Oui, mais attendez, le microscope, quand vous étiez petit, vous regardiez quoi? Quand même pas déjà des cellules? J'avais déjà des petites lames avec des cellules humaines de la peau. Et je regardais un petit peu la morphologie de ces cellules et j'essayais de savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, donc votre voie était vraiment toute tracée. Vous avez fait un doctorat sur la résistance au traitement du cancer via le métabolisme. Et plus tard, un cancer particulier, tête et cou. Finalement, tête et cou, on parle peu de ce cancer. Moi, j'ai découvert même l'expression et on le détecte tard. C'est pour ça que vous vous y êtes intéressé aujourd'hui? Oui, c'est vrai que ce n'est pas un des cancers les plus fréquemment étudiés et dont on parle le plus fréquemment. Mais ça représente quand même plus de 2500 nouveaux cas par an en Belgique. Et c'est un cancer qui est diagnostiqué assez tardivement. Dans plus de la moitié des patients, le diagnostic se fait à un stade avancé, qui finalement complique la prise en charge de ces patients. Alors, on le sait, chaque cancer est différent et j'ai envie de dire que les cellules s'adaptent, elles changent de méthode pour s'alimenter. Et au fond, votre recherche, c'est anticiper cette résistance, c'est un peu votre recherche et votre combat. Oui, c'est ça. Le problème des cellules cancéreuses, c'est qu'elles ont une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale. Notamment, elles vont être capables de changer leur méthode d'alimentation. Donc, elles vont pouvoir se nourrir de sucre, de graisse, en fonction un petit peu de leurs conditions de croissance. Et notamment, lorsqu'elles sont soumises à un stress de traitement, elles vont pouvoir changer de mode d'alimentation et, par exemple, principalement utiliser des graisses. Et ça, c'est important parce qu'on va pouvoir utiliser, d'un point de vue thérapeutique, ce changement d'alimentation pour venir avec des nouveaux médicaments qui vont cibler spécifiquement les cellules qui ont résisté à un traitement anticancéreux. C'est dans tous les cancers qu'il y a ce changement d'alimentation, si j'ose dire, de ces cellules. Parce que, bon, moi, qui suis un lambda, je pensais que c'était le sucre qui les intéressait. Mais vous dites non, 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 il y a aussi la graisse. Et peut-être encore bientôt autre chose. Oui, c'est ça. C'est que d'un cancer à l'autre, c'est assez différent. Ce qui se passe dans le cancer tête et cou va être différent de ce qui peut se passer dans le cancer du sein, par exemple. Mais donc, c'est intéressant d'aller étudier en profondeur les mécanismes qui sont mis en place lors de la résistance au traitement pour de nouveau essayer d'identifier des nouveaux traitements qui vont surmonter la résistance au traitement plus conventionnel. Mais pratiquement, comment faites-vous ça avec votre microscope d'aujourd'hui? Comment faites-vous pour voir comment ça se passe concrètement? Alors nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des organoïdes, des sortes de mini-tumeurs qu'on va reproduire au laboratoire, donc à partir d'échantillons cliniques, que ce soit des biopsies ou des résections chirurgicales. Et donc on va former ces organoïdes qui récapitulent finalement la tumeur telle qu'elle est chez le patient. Et grâce à ces organoïdes, ces mini-tumeurs, on va pouvoir faire ce que l'on appelle des essais cliniques ex vivo, où on va tester tout un tas de nouvelles molécules, et notamment des agents anti-métabolisme, pour essayer de comprendre si on peut surmonter la résistance au traitement. Donc ça va plus vite avec vos organoïdes? Ça va plus vite et surtout on est dans une stratégie de médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'un organoïde va représenter la situation d'un patient. Et donc l'idée, c'est qu'à terme, on puisse vraiment orienter les nouvelles stratégies thérapeutiques vis-à-vis d'un patient ou d'un autre. Alors, bon, vous cherchez des molécules qui pourraient secouer ces cellules, mais comment choisissez-vous ces molécules? Comment faites-vous? C'est au hasard? C'est après des réflexions, des formules, que sais-je? Alors évidemment, on a tout un volet qui est recherche de nouvelles cibles thérapeutiques et donc de nouveaux agents thérapeutiques. Et donc là, on travaille notamment en collaboration avec nos collègues en chimie à l'université pour essayer de développer des nouveaux médicaments.
Mais l'intérêt notamment du métabolisme, c'est qu'on va pouvoir utiliser des composés qui sont déjà utilisés en clinique dans d'autres pathologies, par exemple les maladies cardiovasculaires. Et donc l'idée, c'est de pouvoir transposer ces molécules à l'oncologie, ce qui nous ferait gagner un temps considérable puisque ces molécules sont déjà utilisées en clinique et donc elles ont passé tous les stades des phases cliniques et donc on gagnerait un temps important pour les patients. Oui, mais ce sera un peu comme gagner au loto qu'un médicament, une cellule pour le cardiaque, si j'ose dire, puisse convenir. Oui, et donc c'est vrai que ça représente un espoir considérable pour les patients, puisque là, on parle vraiment de molécules qui sont déjà disponibles sur le marché. Ouais. Bon, alors, rêvons. Je sais bien que c'est difficile pour un chercheur de donner des années, mais ce fameux médicament qui serait, entre guillemets, miracle, 5, 10, 15, 20 ans? On est plutôt sur 10, voire 15 ans pour aboutir au développement d'une nouvelle molécule. C'est vrai. Alors, vous êtes chercheur qualifié, mais vous avez une équipe autour de vous. Donc, vous passez aussi, j'imagine, du temps à la diriger. Et vous aussi, comme pas mal de chercheurs, vous cherchez un peu d'argent de temps en temps? Oui, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre en recherche. Et donc, moi, mon équipe représente environ 10 personnes. Et je dirais que la moitié de mon temps est consacré à la recherche de nouveaux financements pour pouvoir assurer les différents projets de recherche dans mon équipe et assurer un certain niveau, une certaine qualité dans la recherche qui est réalisée. Vous avez une équipe de combien de personnes? 10 personnes environ dans mon équipe. Et qui sont des post-docs, des docs J'ai des doctorants, des post-docs et techniciens, oui. Alors, quel chef d'équipe êtes-vous? Moi, je suis plutôt un chef d'équipe qui laisse une certaine liberté de recherche aux gens dans mon groupe. L'idée, c'est évidemment de rester dans le cadre du projet initial. Mais je pense que la liberté, en tout cas, laisser aussi la possibilité aux chercheurs de sortir un petit peu du contexte théorique, c'est important parce que c'est là où on va faire probablement les plus belles découvertes. Oui. Dans votre expérience, les découvertes, ça se fait un peu par hasard ou pas? Est-ce qu'il faut de la créativité? Est-ce qu'il faut parfois une pensée un peu oblique? Oui, ça c'est vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas rester simplement dans ce qui est connu au niveau de la littérature ou un petit peu dans les cahiers d'école. Mais c'est vrai qu'il faut de la créativité pour essayer d'aller identifier des choses dont personne n'avait pensé avant. Et qui semblent impossibles. Et qui semblent impossibles. Et c'est là où probablement on a plus de chances d'aller identifier une cible intéressante qu'on pourrait développer pour la clinique. Et donc vous, dans votre métier de chercheur, vous avez quoi, un horaire fixe ou au contraire, vous improvisez nuit et jour? Alors il y a un cadre un petit peu fixe, je dirais, les horaires de laboratoire voilà, qui sont assez bien cadrés. Mais évidemment, même de retour à la maison, finalement, le cerveau continue à fonctionner. Donc, on est toujours en train de penser au projet, à savoir ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aller plus loin. Et donc, je dirais que le travail ne s'arrête pas autant au laboratoire, mais que ce soit à la maison, le week-end, même pendant les vacances. Oui. Voilà, ça pour votre entourage, c'est pas toujours comique, non? Non, mais j'ai la chance d'avoir ma femme aussi qui travaille dans le même domaine. Et donc, voilà, on se stimule aussi. Voilà, elle est au courant des... Donc, au café, vous parlez recherche? Oui, ça c'est... Au hors-d'œuvre, vous parlez recherche? Peut-être pas 24 heures sur 24, mais oui, c'est un... Alors, vous êtes aussi promoteur pour le télévis. Est-ce que pour vous, c'est important de mettre le citoyen dans le coup? Parce que c'est de la recherche fondamentale que vous faites, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, c'est vraiment important. Je pense que le télévis fonctionne très bien. Et donc, grâce à ça, on a accès à des financements pour soutenir notre recherche. Et donc, c'est vraiment, j'encourage vraiment les gens à continuer à donner de l'argent pour la recherche, non seulement pour maintenir de nouveau un certain niveau de qualité dans la recherche, mais surtout penser qu'à la fin, ce sont les patients qui vont bénéficier de cette recherche. Oui. Alors d'où la vulgarisation du chercheur? Oui, il faut vulgariser, et ça, c'est pas facile. Ça, c'est important parce qu'on a besoin aussi de communiquer au grand public ce que l'on fait dans nos laboratoires, et donc pas simplement rester dans nos
petits groupes de spécialistes à expliquer avec des termes compliqués. On a aussi besoin d'aller discuter avec les gens, de leur expliquer ce qu'on fait dans nos laboratoires, pourquoi c'est important, et aussi les challenges que l'on rencontre au quotidien dans notre recherche. Ça, sans donner aussi des espoirs fous? Non, c'est ça, effectivement. Je pense que l'idée, c'est toujours avoir en tête que ce que l'on fait au laboratoire, c'est pour les patients, mais sans leur promettre que voilà, dans un mois, on a des nouveaux traitements à disposition. Allez, dernière question. Quand vous prendrez votre pension, alors sans doute ce sera à 70 ans, peut-être plus tard pour vous, 72, vous espérez en être où? Votre espoir le plus fou? Allez. Moi, j'aimerais que, voilà, d'ici la fin de ma carrière, on ait vraiment avancé dans la compréhension des mécanismes du cancer et qu'on ait pu déjà développer des traitements qui permettent de guérir le cancer, ou en tout cas d'en faire une sorte de maladie chronique que l'on pourrait avoir, mais qu'on serait capable de stabiliser et de vivre pendant des années avec. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Un peu comme le sida aujourd'hui. C'est ça. C'est un bel exemple. Je pense que, voilà, il y a encore quelques années, c'était une sorte de fatalité. On a envie d'essayer que le cancer, on soit aussi dans cette direction-là. Cyril Corbet, merci d'avoir été mon invité. Après la pause, c'est Catherine Soljou, chercheuse qualifiée FNRS à Mons et philosophe des sciences, qui sera avec nous. À tout de suite.